mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogačar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 13e étape du Tour de France. On poursuit le triptyque pyrénéen et après la démonstration de Pogačar hier à Hautacam, la confirmation à Peyragudes. On va en parler avec Guillaume Descaves, journaliste au Progrès et puis aussi pour le magazine Le Lien Local. Salut Guillaume. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, tu reviens après notre discussion, notre podcast d'hier. On va faire la suite un peu du podcast d'hier après Hautacam. Après on va pas en faire autant sur Pogačar et Vingegaard qu'hier, vous inquiétez pas, on va parler des autres aussi. Il y a pas mal à dire. On a tout simplement vu, Guillaume, on peut résumer ça comme ça, qu'il y a Pogačar, qu'il y a un peu Vingegaard, et ensuite il y a les autres. C'est ça, c'est exactement ça. On était vraiment dans la continuité de ce qu'on s'est dit hier. En fait, c'est presque même l'étape d'hier. Il y a quand même des petites choses qui changent. Finalement, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, ça va être la course au podium. Voire même aux places de derrière, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont présents, et pour eux faire un top 10, eh bien ça sera pas anodin sur un premier, deuxième, troisième Tour de France. Donc là au-dessus, aujourd'hui moi c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de m'ouvrir et d'avoir des sourires, parce que le reste on sait que ça sera à peu près plié en tout cas. On va faire quelques petites minutes là sur Pogačar pour faire la suite d'hier. On parlera aussi après des Red Bull qui arrivent, parce que Roglic et Lipovic font 3 et 4. On parlera aussi un petit peu de la lutte en même temps pour le podium et le maillot blanc. T'en as parlé, il y a des jeunes qui poussent et qui s'affirment réellement dans le top 10. Les Français forcément, et puis on parlera de l'étape de demain avec la fin des Pyrénées. Qu'on poursuive un peu la discussion Pogačar-Vingegaard, parce que Tadej Pogačar a collé 37 secondes à Jonas Vingegaard, donc sur les pentes de Peyragudes, avec un choix moi qui m'a un peu pas interloqué, mais j'ai vu Vingegaard avec des prolongateurs sur son vélo de montée, là où Pogačar avait d'ores et déjà décidé au départ de ne pas avoir de prolongateur, et pourtant c'était lui le plus rapide du début à la fin. Est-ce que sur ces choix-là, tu penses que... Bon, on va pas en faire des caisses, mais bon, Vingegaard était quoi qu'il arrive en dessous. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a un poil réagi et qu'il a un poil mieux géré qu'hier. Oui, alors peut-être juste au niveau du matériel, là je crois que c'est la première fois où je vois un chrono, en tout cas depuis bien longtemps, avec autant de matériel différent. C'était assez fou, puisqu'on avait des roues pleines, des prolongateurs, toutes les variétés de casques. On peut d'ailleurs dire peut-être un mot sur ce casque aéro que pouvait avoir Vingegaard. Moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que j'avais l'impression qu'il était pratiquement gêné, et en fait finalement qu'il était, pour bien voir dans ses côtes, obligé de quitter sa position aéro. Donc c'était un petit peu bizarre par rapport à cet énorme casque, et en plus pas superbe à regarder. Mais voilà, en tout cas ça a bien occupé les enfants de se dire tiens, il y a celui qui a le casque tout bizarre. Mais voilà, après sinon sur le reste, effectivement, Vingegaard fait vraiment un très très beau chrono. En plus, il s'offre le luxe de passer Remco sur la ligne. Donc voilà, franchement, c'était vraiment un très très beau chrono en tout cas. Tu t'attends à quoi pour la suite maintenant? On le sait, voilà. Vingegaard, il a pris 2 claques, il a pris une claque à Hautacam, l'autre à Peyragudes pour confirmer un peu. Il a tendu l'autre joue, si on peut se permettre l'expression. Il y a 4,07 au général. On parlera de l'étape de demain, mais bon, on va peut-être plus se diriger sur une étape pour baroudeur grimpeur, parce que Pogačar, il a mis 2 énormes claques à Vingegaard. Ça m'étonnerait que Visma, et encore je dis ça m'étonnerait que Visma remette la pression sur les UAE. On a vu, c'est eux qui ont éteint le peloton entre Soulor et une partie jusqu'à Hautacam. Ils vont pas tendre l'autre joue quand même, les Visma. J'espère pas en tout cas pour eux. Moi ce que je vois aujourd'hui, de toute façon à 4 minutes, sauf si vraiment il y avait un accident, et ce dont on souhaite jamais de toute façon qu'il y ait un accident, mais normalement Poggi sera impossible à rattraper. Donc moi aujourd'hui ce que je vois, c'est plutôt un Vingegaard qui viendrait entre guillemets casser les étapes de prestige qui va rester, et notamment par exemple un Ventoux, si jamais il avait les jambes, si jamais il arrive
à bien se reposer là-dessus, eh bien d'arriver et de lever les bras. Ah ouais, je pense que sur une épreuve comme ça, celle que voilà aujourd'hui, Poggi avec le maillot jaune, clairement, il a envie de lever les bras avant tout parce qu'il sait que c'est la légende qu'il est en train d'écrire à ce moment-là. Et voilà, est-ce que Vingegaard aura la force d'aller attaquer, d'aller chercher un résultat incroyable au Ventoux? En tout cas, moi je le souhaite parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait de la bagarre. Jusqu'à maintenant, on a vu des côtes de 10-12 km. Moi, j'ai envie de voir maintenant ce que ça va donner sur un Ventoux. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui me motive pour la suite du Tour. Demain, je ne sais pas dans quel état vont être les coureurs. On a vu quand même beaucoup de coureurs se semi-reposer pendant tout ce contre-la-montre. Hein. Ça a été mollo. D'ailleurs, juste avant l'étape, on a agrandi un petit peu la possibilité aux coureurs Les délais. au niveau des délais. Donc voilà, je pense que les équipes elles se sont quand même bien remises. Et Vingegaard, en plus, je trouve, en sautant Remco, bah ouais, ça fait quelque chose de fort dans la tête. Demain, grosse étape, hein, Tourmalet, Aspin, Pays-Ressourdes et Luchon, Super Bagnères, tout ça en 183 km seulement. On va voir ça. Je vais partager parce que en fait c'est pour ça que je voulais en reparler un peu de Pogačar, Vingegaard après le podcast. Hier soir, je suis tombé sur un thread sur X de Tom Danielson qui a un podcast, l'ancien coureur, et je trouvais ça très intéressant ce qu'il disait. Donc je vais te le partager. Tu me diras ce que t'en penses. Son tweet là, l'un de ses 7 tweets, le 4e. Visma a poursuivi sa stratégie de brûler la terre, donc de terre brûlée pour le 12e jour, et tout en détruisant le peloton, ils se sont aussi détruits eux-mêmes. Triste de voir Matteo Jorgensen pris dans les flammes et ses espoirs de podium s'envoler en fumée. Il a littéralement explosé et a été lâché alors que son équipe roulait en tête. Peu après, Jonas a été lâché et a perdu le plus de temps que je me souvienne lors de la première étape de montagne du Tour. On peut donc se demander si Jonas a eu son mot à dire sur la stratégie. A-t-il suggéré de s'arrêter à un moment donné ou était-il impliqué tout au long du parcours ? Je pense que l'équipe doit apporter des changements pour la suite. Je suis convaincu que s'ils avaient couru tranquillement les 11 premiers jours, Jonas aurait été beaucoup plus proche aujourd'hui et au classement général. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Même si ils avaient de toute façon en tête de mettre la pression quand on attaque dans des descentes, c'est qu'on est là pour mettre la pression. Donc ils ont voulu mettre la pression, mais en fait Jonas Vingegaard aujourd'hui, il a un niveau stratosphérique, mais au-dessus de lui, bah il y a encore il y a encore Poggi et même avec ce niveau-là. Parce qu'on le voit, hein, il a 3 minutes, quasiment 3 minutes 20 d'avance, même plus sur le troisième. Donc il est énorme parce que l'écart que Vingegaard met aux autres est déjà énorme. Mais sauf que devant lui, il y en a un qui a 4 minutes devant. Donc en fait, c'est juste que on a un coureur qui est complètement hors norme, un coureur qui est absolument excellent, qui est Vingegaard. Et puis après, on a tout le reste. Et ça, voilà, ces écarts-là, je pense que Visma, il pensait en mettant la pression et peut-être essayer de déjouer un peu ça, mais sauf que là, c'est impossible. Poggi est beaucoup trop haut cette année. Ouais, ça c'est sûr. Mais alors, dernière question, on va terminer sur ça. Alors, tu parlais de la volonté de Pogačar de marquer les monuments. On a l'impression que c'est ce qu'il veut faire dans sa carrière. Le Mont Ventoux va arriver. Il y a la revanche du col de la Lose aussi en 3e semaine. Attention. Est-ce que tu penses de son côté que Vingegaard, qui lui ne s'est pas fait le printemps des classiques, va terminer plus frais, est en capacité en tout cas de réagir? Je vends pas un faux suspense, mais les deux n'ont pas eu de préparation tronquée. Est-ce que tu penses que Vingegaard est en capacité de réagir sur la fraîcheur en 3e semaine? Non, j'y crois pas parce que là, dans l'état qu'il arrive ce soir, par rapport à la fraîcheur de Poggi quand il arrive, y a pas photo. Vingegaard, il est mort, mais vraiment, mais c'est incroyable. Même là, au moment où il passe la ligne, le visage, mais il fait un chrono qui est vraiment énorme, hein. Mais il est complètement détruit. Quand Vauquelin arrive, toutes choses raison gardée, hein, sur le chrono, mais en tout cas, Vauquelin va aussi au bout de lui-même. Voilà, et on a l'impression qu'il est plus frais, alors qu'il est mort aussi, mais physiquement, quand on le voit, donc là, pour moi, Vingegaard, il est pas plus frais que Poggi, loin de là. Et ouais, non, je pense que vraiment la Poggi, de toute façon, il déroule, même s'il force et qu'on voit qu'il va lui aussi au bout de lui-même. Même en allant au bout de lui-même, on a l'impression qu'il en a encore un peu sous la semelle. Donc peut-être que le sprint que s'est infligé Jonas Vingegaard pour rattraper Remco Evenepoel sur la ligne et le doubler avant la ligne l'a peut-être forcé à le mettre autant dans le rouge écarlate pour le Danois. Mais pour le coup, ce soir, il est bien Vingegaard. Je veux dire là, par rapport aux journées qu'il vient de vivre, ce soir, il a doublé Remco, il a fait un énorme chrono.
franchement, il a rien à, là aujourd'hui, il fait une course quasiment parfaite, sauf que voilà, Bah, il est deuxième en fait. il y a toujours, Voilà. toujours produit, ouais, tout à fait. Hein. Il est à sa place, il est donc deuxième de ce Tour de France, deuxième de cette étape, et c'est vrai que ce contre-la-montre a un peu remis tout le monde à sa place. Ouais. C'est un contre-la-montre en montée, donc en montagne on peut pas tricher, surtout sur cet exercice. On va passer à la suite, on a assez parlé de Pogacar et Vingegaard entre hier et ce soir. Mais rappelez qu'il y avait quand même, tu l'as dit, des délais qui étaient prolongés de 33 à 40%. On était donc sur un temps du vainqueur pour Tadej Pogacar de 23 minutes tout pile. On était sur des délais à 32 minutes 12, soit 9 minutes 12, et donc tout le monde est rentré dans les délais. Le dernier de l'étape s'appelle Luka Mesgetch en 8 minutes 28, et on va regarder s'il y avait eu les délais à 33%, il y aurait eu 7 coureurs hors délai. Ça aurait été de la 165e à la 171e, et on va remonter Mesgetch, Merlier, Reinders, Demar, Girmay, Schmid, Boivin. Après, à voir dans quel ordre de grandeur ils ont donné leur 100% ou non, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais de manière générale, tous ne se sont pas donnés à 100%. Hein, là, clairement. Matteo Vercher et son Welling. Non mais oui, non mais en fait. S'il termine hors délai, tu lui ressors l'image quand même. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais pour le coup, quand tu sais que tu n'as rien à gagner sur cette étape-là. Et que tu n'as plus de place à aller chercher sur un top, aller même sur un top 20, on va dire, au-delà, en fait, finalement, tu as 100 coureurs qui viennent là. Ouais, c'est une journée de plus, ils ont pas grand-chose d'autre à faire que rouler ces kilomètres-là et juste rentrer dans les délais. Donc voilà, là c'était pas une journée de repos, attention, hein, mais voilà, ce n'était jamais qu'un effort d'une demi-heure, alors que jusqu'à maintenant ils se sont tapés des épreuves de l'après-midi entière. Donc oui, là aujourd'hui c'était plutôt une petite épreuve de transition pour une grosse centaine de coureurs, quoi, finalement. Une pensée pour Brian Coquard qui, avec son doigt fracturé, son attelle. Le Tour de France s'arrête ce soir pour lui, il ne prendra pas l'étape de demain, mais il s'est quand même fait le contre-la-montre et il termine, pas dernier, il termine 152e, il y en avait 171 à l'arrivée et il termine à 6,51 de Pogacar, c'est-à-dire que il met avec un doigt fracturé, il met 1 minute 30, il met 1 minute 30, 1 minute 40 même au dernier de l'étape, donc voilà, on le salue en même temps à Brian Coquard. C'est chouette, c'est triste de le voir partir maintenant. De toute façon, voilà, là, et puis avec le peu de place qui reste pour les sprinters, ça servait à rien qu'il s'acharne là-dessus, ça c'est sûr. Il peut même pas freiner, notamment, ça va être compliqué, notamment dans l'étape de demain. On va passer à la suite. Allez, on y va. Les Red Bull Bora, quand même, Roglic et Lipovic, 3 et 4 de l'étape, avec maintenant au classement général Lipovic qui revient à 6 secondes du podium, troisième place occupée par Evenepoel sur le podium. Roglic qui lui reste toujours bien placé, 7ème du général, mais à quelques secondes de Vauquelin et Donnelly 6 et 5. Pas si loin que ça, à 1 minute 20 derrière son équipier Lipovic. C'est l'écart qu'il y avait hier, tout simplement, à Otakam. Les Red Bull Bora, on avait effleuré le sujet hier soir. Eux, ils montent réellement en puissance. Ouais, alors Lipovic, vraiment très très impressionnant. Et puis Roglic, moi c'était la découverte, parce que finalement j'avais l'impression qu'il était pas sur le tour. Il y a même quelques jours, je suis retourné voir dans Vélomag la liste et je me suis dit si, en fait il est là, mais je le vois jamais. Et voilà, il a été complètement inexistant. À aucun moment on l'a vu ou entendu dans toutes les ascensions, dans tout ce qui se passait. On savait pas où il était. Finalement, il se retrouve. Mais même dans les interviews d'après-course depuis le début du Tour, il s'est montré totalement désintéressé. Tout à fait. Et là, voilà, là, il fait un très très beau chrono. Voilà, il est 3e à 1,20 de Pogacar, juste derrière Lipovic à 1,56. Ça veut quand même dire que Bora ils ont bien travaillé là-dessus. Et puis voilà, moi je trouve vraiment génial quand même ce passage de relais, parce que voilà, si Lipovic fait l'ascension hier, c'est vrai que voilà, il y avait tellement de choses à parler hier qu'on n'a pas pu rentrer dans le détail de tout, mais c'est aussi parce que Roglic l'a vraiment accompagné. Et moi, je trouve ça vraiment chouette qu'un immense champion comme Roglic, accompagne Lipovic là-dessus. Et voilà, ce passage de relais et de génération,
il est vraiment très chouette et ouais, je trouve que en tout cas finalement la façon dont Roglic fait ce tour-là, où il sait que de toute façon il est impuissant face à ceux aux énergumènes qui sont devant, eh bien bah ouais, c'est vraiment très beau et ça ne l'empêche pas aujourd'hui, comme tu le disais, de pointer à la 7e place au général à 8,50, mais finalement à 1 minute 30 du podium. Donc ouais, non, il est là, il est encore là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, notamment demain. Est-ce qu'il va travailler que pour Lipovic ou est-ce que chacun va faire un petit peu sa tambouille? Ben c'est ça qu'on va vraiment scruter demain, ça, c'est sûr. Ouais, moi je pense que les deux, alors bon, Roglic, 35 ans, Lipovic, 24 ans, Lipovic travaillait pour Roglic sur la Vuelta qu'il remporte le Slovène l'année dernière. Lipovic fait 7ème de ce Tour d'Espagne et depuis un an, bah, il se révèle. Avant cette 7ème place au Tour d'Espagne, il avait pris une 3ème place au Tour de Romandie. C'est un peu son avènement au très haut niveau, la confirmation de son potentiel pour travailler lors de son travail avec pour Primoz Roglic l'année dernière sur la Vuelta. Et puis cette année, c'est une énorme régularité pour l'Allemand. 2ème à Paris-Nice, 4ème au Tour du Pays Basque, 3ème au Dauphiné, mais derrière Pogačar et Vingegaard, devant Evenepoel. Et là, maintenant, il est désormais 4ème du général du Tour de France. On est en fait un petit peu dans la poursuite de ce qu'on voit depuis le début de saison et de ce qu'on a vu au Dauphiné. Les deux, et moi ce que je pense, c'est qu'ils vont encore jouer la carte des deux leaders parce que Roglic a l'expérience d'être leader sur 3 semaines. Il sait ce que c'est, il faudra surtout pas exclure Roglic jusqu'au tout dernier jour, je pense. Ah ouais, non, mais c'est sûr, ce gars, il est increvable, il est incroyable. Enfin, moi, je l'adore. C'est un coureur que je suis depuis qu'il est rentré sur le tour professionnel, même avant sur les Swaski. Et ouais, c'est quelqu'un qui est assez phénoménal et ouais, enfin, même dans sa manière d'être. Enfin ouais, j'aime vraiment beaucoup ce coureur. Et d'ailleurs, c'est une boutade quand je disais je savais pas qui était là, je savais qu'il était là, mais j'ai été triste de ne jamais le voir, j'ai jamais l'entreapercevoir. Transparent. Et là, d'un seul coup, bah ouais, là c'est chouette le travail qu'il a fait hier et puis voilà, faire un chrono comme ça aujourd'hui, sachant que du coup, bah voilà, pendant un temps, il a quand même pris le leader là-dessus. C'était très très chouette. Donc ouais, non, j'espère en tout cas qu'il va continuer comme ça et voilà, et qu'il ira chercher sans doute un top 5, voilà, le top 10, il en est plus que capable, évidemment. Et Roglic, c'est quand même un mec, alors que je trouve, bon, malchanceux, ça, tout le monde s'accorde à le dire, il a vraiment pas eu de chance dans sa carrière, que ouais, c'est un gars qui vient du Swaski, quand il arrive c'est un peu un ovni, c'est un des premiers qui vient d'une discipline annexe au très haut niveau, on en a vu de plus en plus maintenant ces dernières années, ça fait depuis 2018 désormais, depuis 7 ans que ce mec-là performe au très haut niveau. 2018 il fait 4ème du Tour de France avec notamment une victoire dans les Pyrénées, la victoire à Reims en solitaire, il y avait la bataille avec Froome, avec Dumoulin, avec Geraint Thomas à l'époque sur ce Tour de France là, et je crois que 2018 c'est la victoire de Geraint Thomas et il bataille avec Chris Froome pour la 3ème place, notamment au dernier contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris, c'était dans le Pays Basque à Espelette. Et puis Roglic, ouais, il a permets-moi, que 4 Tours d'Espagne, il a 15 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, il n'a qu'un Giro et aucun Tour de France. On sait ce qui s'est passé en 2020, il n'a pas profité de cette fenêtre de tir qu'il y avait sur la fin de Froome, sur le début de Pogačar, et puis après, c'est quand même un mec au niveau World Tour, 2 Tirreno, 2 Tours du Pays Basque, 2 Dauphiné, 2 Tours de Catalogne, 2 Tours de Romandie, 1 Paris-Nice, 1 Liège-Bastogne-Liège, 3 victoires d'étape sur le Tour de France. Il a un palmarès de dingo, ce mec-là, quoi. Ah ouais, non, mais moi, la seule chose qui me rend triste, c'est que il aura vraisemblablement jamais le Tour de France. Aujourd'hui, c'est que c'est quoi le positionnaire. Et c'est triste parce que en fait, il a tout gagné. Il lui manque ça. Mais voilà, du coup, aux yeux des spécialistes, évidemment, c'est un immense coureur. Aux yeux de ceux qui aiment juste le vélo, de temps en temps, comme ça, eh bien, voilà, il lui manque ça. Et c'est fou comme ce Tour de France. Il est important et même pour un coureur comme lui à son âge aujourd'hui,
quand il arrive là, il y pense son corps quoi. Et ouais, c'est incroyable la force du Tour. Mais ouais, non, Roglic, c'est vraiment. Et il a qu'un seul podium en carrière. Hein. Ouais. Le podium de 2020 où il se fait battre par Pogačar sur les pentes, de la planche des belles filles. Voilà, la planche des belles filles. C'est son seul podium sur le Tour. Donc voilà, il y a aussi ça en tête. Hein, et le nombre d'abandons qu'il a ensuite sur le Tour de France. Ouais. Bah, et je vais me remettre sur l'affiche malheureusement de Roglic. Mais 18e Tour de France, bah, il fait, 2018 il fait 4e du Tour de France. 2019, bah, il fait pas le Tour. 2020 il fait 2e. 2021, il abandonne le Tour de France. 2022 le Tour de France il l'abandonne. 2023 le Tour de France il le fait pas puisque c'est priorité à Vingegaard et on envoie Roglic sur le Giro qu'il remporte et sur la Vuelta où il se fait cadenasser par Vingegaard et la victoire de Sepp Kuss. 2024 il arrive chez Red Bull Bora et 2024 il abandonne et il arrive là sur le Tour de France 2025 un peu en mode YOLO et puis on va voir ce qui va se passer. Et finalement c'est l'une des premières fois où il ne fait pas une grosse chute sur la première semaine du Tour, où il n'y arrive pas à un gros pépin technique. Voilà, c'est dur pour lui finalement que ce soit l'année où il est peut-être le plus bas dans le classement à ce moment-là du Tour, mais en tout cas non, c'est Bora arrive avec quand même une très très belle équipe. Après on va voir comment ils vont gérer Roglic pour la suite et les années à venir. Mais en tout cas, ouais, là il y a vraiment une belle équipe. Et puis voilà, tu l'as dit, c'est phénoménal hein, ce coureur. Et là, ce passage de relais avec Lipovic, ça fait très très envie pour voir la suite. Et Roglic, on l'oublie pas, qui était sur le Tour d'Italie, qu'il a abandonné, Primoz Roglic, après la 15e étape, il n'a pas terminé la 16e, donc à voir, voilà, il a peut-être mangé son pain noir, on se rappelle de sa chute, c'est vers Naples, et il me semble que il porte le maillot rose sur ce Giro, et oui c'est ça, il porte le maillot rose, donc bon, voilà, on va voir ce qui va se passer, mais Primoz Roglic, on va pas l'exclure pour le podium, on va passer, on a fait un bon petit bloc sur Red Bull, on va parler des jeunes qui poussent derrière, mais parce que il n'y a pas que Remco Evenepoel en fait qui est jeune sur le Tour de France, qui performe. Alors on va enlever Luke Plapp qui est un de ces coureurs vainqueurs d'étape sur le Giro australien, qui est capable de faire ses chronos en montagne très costaud. Il a attendu 5e du jour. Pendant 2h30, il a été leader. Il a attendu que le top 10 débarque. Et pendant 2h30, il était leader. Et ouais, il a fait un chrono vraiment incroyable aussi. Hein. Donc mais ouais, pour lui. Ça a dû quand même être long l'attente. Hein. Ouais, le hot seat devait être très très chaud à la fin de la journée. 5e Luke Plapp et donc derrière Matteo Jorgensen. On va pas dire la réaction, mais si quand même la réaction après son trou d'air hier. Peut-être que Matteo Jorgensen était dans un jour sans hier, on va voir. Au général, il est 10e, il est que 10e finalement, donc voilà, il est terminé 8e l'année dernière, il a 4 minutes de retard sur Tobias Allan Johannessen qui est 8e, mais on va regarder les autres. Oscar Handley qui est 7e aujourd'hui, tac, je descends, Kevin Vauquelin qui est 11e, Tobias Allan Johannessen qui est 14e, et donc au général, on a Handley 5, donc Lipovic 4, Evenepoel, Lipovic, Handley, ce sont 3 coureurs du classement du maillot blanc, tout comme Vauquelin 6, et Tobias Allan Johannessen, non, il n'y est plus dans le classement du maillot blanc. On a quand même là le classement du maillot blanc et du général. Les 4 premiers du classement de meilleurs jeunes, ils sont en 51 secondes. C'est franchement l'avenir qui se dessine sous nos yeux, et de voir des gars qui s'affirment comme ça dans le top 10 du Tour de France, c'est vraiment génial. Ouais, c'est ce qui fait vraiment envie de se dire que, bon, ok, là on est pendant quelques années avec Pogačar tout en haut, mais que derrière, ça pousse, on a des coureurs qui ont la banane, qui courent, qui s'éclatent et qui sont là, et ça fait vraiment du bien, et avec des noms que, bon voilà, quand on suit beaucoup les courses comme nous, automatiquement on les connaît ces coureurs là, mais je pense que et on les attend depuis quelques années, et on les attend depuis longtemps pour certains, mais le grand public, voilà, aujourd'hui ça explose à leurs yeux, et ça c'est très chouette, et c'est revivifiant aussi. Après, il faut pas oublier que Poggi reste encore tout jeune, mine de rien. Oui, aussi. Oui, Pogačar il est pas tout vieux. On va se remettre son âge. 26 ans, 27 ans au mois de septembre. Ça fait à peine un an, je crois, qu'il est plus dans le classement, ou peut-être 2 ans, qu'il est plus dans le classement du meilleur jeune au Tour de France. C'est la 2e année où il est plus dans le classement du meilleur jeune. Sinon, il aurait pu faire grand chelem. Mais les jeunes, on en parle. Tobias Allan Johannessen,
Il a 25 ans, donc lui c'est sa dernière année en classement du meilleur jeune. Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2021, le Norvégien. Il a un frère, Anders Alland Johannessen, qui est aussi dans l'équipe. Oscar Handley, lui, il est encore plus jeune. Il a 22 ans. Je regarde un peu ses performances dans le passé. Oscar Handley qui fait tout simplement sa meilleure saison en carrière. C'est un top 10 mondial de cette année. Tu t'imagines quand même. Il fait une énorme saison. Le coureur de la Picnic Post-NL. Il s'était révélé, on se souvient, c'était lors de la Crow Race, le Tour de Croatie en 2022. Il avait pris la 3e place. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi je me souviens, c'était une arrivée à la lutte avec Jonas Vingegaard, justement, où il s'était bagarré sur une arrivée au sommet au Tour de Croatie avec le vainqueur à ce moment-là sortant du Tour de France pour la première victoire du Danois, et puis ensuite une montée en puissance de Oscar Handley avec des performances aussi chez les jeunes. Il était dans l'équipe de développement DSM Rhône-Alpes Isère Tour, 2e en 2023, et l'année dernière en 2024, je regarde un peu ses performances, 2e chez lui du Tour de Grande-Bretagne. Tour de France, il faisait 39e, mais il avait pris pas mal d'échappées avec une 5e place à Super Dévoluy, 8e au Tour de Suisse, et puis cette année, la grosse année pour Oscar Handley avec sa 3e place au Tour de Suisse et aussi notamment sa 9e place au Tour du Pays Basque, la 5e à l'UAE Tour, la 4e au Tour Down Under. Je t'ai pas fait la carrière d'Oscar Handley, mais c'est un nom qu'on attend. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, effectivement, il remonte fortement grâce à un super chrono. Et je crois qu'il est à 2 minutes 06 ou quelque chose comme ça de Pogačar. Ouais, il est là où il doit être, et je pense que lui, il va vraiment monter. Mais effectivement, hein, cette course au podium, elle est aussi la course au maillot blanc. Et finalement, on se dit là, techniquement, quand on regarde ce soir tous ces jeunes qui sont là, normalement c'est l'un d'eux qui va être 3e. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que d'un seul coup là. Sauf si c'est Papy Roglic. Sauf si Roglic nous fait un coup absolument incroyable, effectivement. mais en tout cas, de se dire que là, il y a des carrières qui vont vraiment basculer, sans doute dans quelques jours. C'est vraiment génial. Donc si c'est Remco, ça va pas basculer pour lui, mais en tout cas pour les autres, oui, totalement. Hein, c'est un podium du Tour, c'est tu l'as dit, hein, Roglic sur tout ce qu'il a gagné, il en a fait qu'un seul. Donc il y a pas photo quoi. Et après on va voir Remco Evenepoel. Alors il s'est accroché cette année, oui, mais l'étape d'hier il s'est accroché malgré le fait qu'il soit lâché. Aujourd'hui il se fait quand même doubler par Jonas Vingegaard sur la ligne d'arrivée. Bon, Remco Evenepoel il fait 12e du chrono quand même, hein. Il termine à 2,40 de Pogačar, hein. De se dire, si au début du Tour on avait dit à Vauquelin au milieu du Tour de France sur le contre-la-montre en Vos, tu vas arriver devant Remco, je pense que Vauquelin il l'aurait pas cru. Donc on est très très heureux pour Kevin, mais voilà, là c'est clairement la contre-perf pour Remco. À la fin de l'étape, il avait même pas les mots. C'est dur. Voilà, maintenant on va voir comment il va réagir avec Remco. On sait jamais comment il peut réagir. Mais là, oui, on sait pas si ça peut débrancher, tu vois. Et lâcher, il prend 20 minutes comme dans le Tourmalet 2023 à la Vuelta. Je rappelle tout le temps, mais derrière il remporte 3 étapes et le maillot à poids. C'est ça. Bon. C'est ça. Moi, franchement, j'ai même cru qu'il allait faire ça hier. Quand la première fois où oui, j'ai cru aussi. Je me suis dit allez, c'est bon, là il va se laisser tirer et puis il va débarquer avec un quart d'heure de retard, et puis derrière il aura sa liberté, on le laissera partir, et voilà. Bon, en l'occurrence il a été au bout de lui-même là encore aujourd'hui, mais voilà, il prend quand même un gros coup sur la tête. Voilà, on va voir comment ça va faire demain, quand ça va commencer à s'étirer, parce que voilà, dire, à un moment, on peut pas réinventer la chose, hein. Ça fait 2 jours qu'il est mort. Demain, sur une épreuve absolument monumentale, il va pas d'un seul coup trouver une forme éclatante. Voilà, sinon, là, on comprend plus rien aux morphologies du corps humain. Donc, on va voir comment ça va se passer demain. Est-ce qu'il va essayer de remonter, ou est-ce qu'il va se dire, c'est bon, je lâche tout, et puis, tant pis pour le podium cette année. Par contre, je vais chercher des étapes, et je vais peut-être même chercher des très belles étapes. Il y a quand même quelques pistes qui sont faites pour lui aussi, hein, dans la suite, hein. Donc oui, il y a de belles choses à avoir. Ouais, on va voir. Remco Evenepoel, son podium il l'a déjà eu l'année dernière, 3e, ok, il a fait un Tour de France 3e. Maintenant, on peut se poser la question aussi pour la suite de la carrière de Remco Evenepoel. Est-il réellement un coureur
de Grand Tour. Attention, ne me tombez pas dessus, il fait quand même 3ème du Tour de France. Il a 2 ogres devant lui, oui, je sais. Mais maintenant, est-ce que pour Remco Evenepoel, qui est excellent contre la montre, est-ce que parfois il vaut pas mieux peut-être pour lui, sur des étapes où les leaders se jouent la victoire, de se relever un poil, mais d'avoir peut-être un peu plus de mou pour s'échapper et prendre des grosses étapes de montagne, Vuelta 2023, des maillots à poids, des grands solos, je pense qu'il serait largement capable de vous faire des grands solos en montagne, voilà, Remco Evenepoel. Donc à voir, on sait qu'il y avait beaucoup travaillé sur les efforts en montagne de longue durée, donc on le voyait moins punchy, et c'est assez surprenant parce que c'est quand même quelqu'un qui avait brillé depuis le début de sa carrière, commencé très jeune sur les efforts punchy justement, et moi je le retrouvais pas, je trouvais pas qu'il avait cette giclette de début de carrière. Ouais, c'est ça. En fait, nous, quand Remco, on a envie de le voir partir à 50 bornes et étaler tout le monde comme quand il était en espoir. Et ouais, c'est ça qu'on a envie de voir. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, Remco, c'est juste qu'il faut pas qu'il se mette. Il a aucun intérêt à aller sur un grand tour si Pogačar est à l'affiche. Si il y a Vingegaard aujourd'hui, je pense qu'il y a jeu. Après, c'est au niveau de l'équipe où là, c'est quand même plus compliqué. Et effectivement, voilà, aujourd'hui, en tout cas, Ismail Bike est largement au-dessus. Voilà, aujourd'hui, Remco, il y a beaucoup de bruit de couloir. On sait pas où il sera l'année prochaine. Ça peut aussi tout changer, hein, d'arriver sur une énorme équipe. Ça peut totalement changer la carrière d'un coureur. Donc, ouais, à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, de toute façon, quelqu'un qui a envie de gagner un grand tour, si Pogačar est là, ça sert à rien qu'il y aille. Hein. Là, je pense c'est réglé pendant quelques années, cette affaire-là. Hein. Oui, ça, on est d'accord. Et c'est vrai que ça doit être compliqué pour Remco Evenepoel, qui a toujours vécu, entre guillemets, une carrière facile depuis ses années jeunes, depuis son passage du football au cyclisme, de voir qu'il prend des tartes énormes par un mec qui est juste monumental, qui s'appelle Tadej Pogačar. Il peut être un peu à la bagarre avec Vingegaard, hein, même si, au général, aujourd'hui, il y a 3 minutes 17 d'écart exactement entre les deux, alors qu'on est à la veille de la dernière étape des Pyrénées. Il y a un craquage aujourd'hui dans le chrono, avec aussi apparemment quand même un petit problème de dérailleur pour le Belge, problème mécanique. Il a rien dit là-dessus, il a pas dit que c'était à cause de ça qu'il avait perdu son temps. Hein, donc, Oui. Non mais bien évidemment, mais ça a dû le perturber et puis le gêner dans sa progression. Donc on va voir pour le Belge, on verra bien déjà les enseignements après les Pyrénées, après la 3e étape, donc vers Super-Bagnères. Demain, on va terminer ce podcast avec les Français, le point, avec Kevin Vauquelin, qui est maintenant 6e au général, doublé par Oscar Handley, mais ça se joue à 4 secondes près. Le Français, Kevin Vauquelin, qui a fait 11e du jour, devant Remco Evenepoel, derrière Félix Gall, et derrière Lenny Martinez, 9e, à 2,21 de Pogačar. C'est intéressant parce que hier il avait été lâché très rapidement dans le Soulor et il a voulu faire, à mon avis, je pense, le chrono à fond pour peut-être prendre des points de la montagne. C'était réservé aux 6 premiers sur cette ascension de première catégorie. Il n'a pas pris de points de la montagne, mais c'est intéressant de voir Martinez quand même 9e de ce genre d'étape. Ouais, tout à fait. Moi, j'étais vraiment surpris finalement de le voir à ce niveau-là. Bon, à la fin de l'étape, il a dit que il pensait pas faire aussi fort, et puis finalement il s'est bien senti, donc il a continué d'envoyer la sauce. Voilà, en tout cas, ça a été sa façon de traduire sa course. C'est peut-être ça, hein, parce que voilà, Lenny, il travaille quand même aussi beaucoup comme ça à l'instinct. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore ce coureur-là. Aujourd'hui, Lenny, je pense que c'est une situation qui est pas facile. Il y a de la pression, on est en France, il y a beaucoup d'attentes. Il porte un maillot sans vraiment le porter. C'est quand même, ça aussi, c'est complexe, hein, mine de rien, d'avoir le maillot à poids. Mais savoir que de toute façon, il sera 2e. Et puis là, vu Pogačar, c'est sûr qu'il le ramènera à Paris. Donc il va porter peut-être potentiellement pendant une grande partie du tour un maillot qui lui appartient pas. Mais en tout cas, ça veut dire aussi avec un soutien absolument gigantesque du public. Et qui aussi le fait vraiment exploser aux yeux du grand public là pour le coup, mais ça veut dire aussi beaucoup plus d'attente, de devoir aussi beaucoup plus répondre à toutes les interviews. On ne doute pas de la charge aussi que ça peut être, hein, là-dessus. Donc en tout cas, et il y a tout le narratif avec son grand-père, avec son papa aussi, qui ont été des champions. Ramener,
Non, mais Lenny, il est encore en construction. Alors j'espère qu'on dira pas ça de ce coureur pendant encore 4, 5, 6 ans, parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on le dit. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il a encore une énorme marge. Voilà, là c'est sa première année dans sa nouvelle équipe. La dernière, ses débuts dans le Tour avaient vraiment été plus que chaotiques, puisqu'on l'avait plus ou moins mis en dernière minute, et c'était vraiment pas un cadeau que la FDJ lui Oui, complètement. Ça. Donc voilà, là je pense qu'il a encore besoin de se trouver là-dessus. Moi, ce que j'attends en fait de Lenny, et quand je le vois comme ça, c'est qu'il a nous en claquer une belle. Et en fait, je crois que tout le monde en France attend ça, et qu'il a pour le coup vraiment explosé aux yeux de tout le monde. Et par rapport à son début d'année, il lui manque que ça, quoi. Il lui manque juste la belle victoire dans le Tour, et j'espère qu'il va aller la chercher, parce qu'il le mérite vraiment. C'est un super gamin, c'est un poids plume, et là, ce qui nous attend dans toutes ces étapes pyrénéennes puis alpestres, et puis le Ventoux entre temps, il a de quoi faire. Et s'il a encore un peu de coffre, et ben ouais, ça va y aller. Il va faire tourner le moteur, et c'est parti. Mais ce chrono est quand même rassurant par rapport à sa méforme d'hier, par rapport à sa méforme de début de Tour de France. Et en fait, on va arriver, et tu l'as dit, mais sur des étapes où ça va lui convenir. Il va y avoir de l'altitude, il va y avoir beaucoup de dénivelé avec son poids plume. Franchement, voilà, je me dis qu'en fait, sur l'étape d'hier, tu vois, par exemple, on arrivait au pied du Soulor, il y avait 2 heures de course à plus de 50 km/h de moyenne. Bah, c'était trop pour lui en fait. Le changement de bracasse entre les 2 premières heures dans le Gers, entre le Gers et le Hautes-Pyrénées, et le Soulor, première grosse montée, peut-être coup de chaleur aussi, hein, même si c'est quelqu'un qui encaisse bien la chaleur, Lenny Martinez, il faisait très chaud. Je pense par exemple, tu vois, demain, Péragude, je pense que c'est une échappée qui va aller au bout, et je pense que Lenny Martinez a tout intérêt à aller prendre des points de la montagne, il y a le Tourmalet, enfin il y a un enchaînement de cols qui est vraiment top pour lui. Après à Carcassonne, tu te mets dans le peloton, 2e journée de repos lundi, et puis tu repars plein badin pour la suite. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire pour lui. Je pense que dès demain, ce chrono va le rassurer pour aller dans l'échappée. Ouais, moi je suis franchement, j'ai rien à rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. On passe à Kevin Vauquelin pour terminer quand même le point Kevin Vauquelin, en rapidement aussi parce qu'on en a pas mal parlé hier. Il fait 11e de l'étape devant Evenepoel. Au général, il est 6e. Bon, faut qu'il continue à jouer le général. Il continue à se découvrir quand même. Ouais, et puis là, ça y est. Je veux dire, on est à la moitié du tour. Il voit qu'il est au niveau de tout le monde. Voilà, même si pour le coup, ce chrono, c'était quelque chose qui était assez fait pour lui aussi. Hein. Donc là, voilà, là, je veux dire, il n'y a pas d'un seul coup, on l'a pas découvert là sur ce chrono. Hein. On savait que là-dessus, il pourrait performer. On pensait pas qu'il serait aussi haut sur toutes les autres étapes, en revanche. Mais non, là, il est bien. Il est en forme, même si à l'arrivée il dit qu'il est cramé. Franchement, il a le sourire, il fait des clins d'œil, il a le rictus quand il passe la ligne. Ouais, oui, il est fatigué, oui, il est épuisé, il en a plus que le 3 parce que franchement, il fait un tour de fou. Mais il est encore là, et ouais, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une journée sans, parce que pour le coup, ça serait dur pour lui, je pense, à subir. Mais en fait, je crois que là, l'engouement du public qui le porte du début à la fin sur chaque étape, en fait, ça rajoute une énergie qui est absolument folle. Et il est là, il est en train de peut-être de faire l'un des tours de sa vie. Je l'espère pas, parce que j'espère vraiment qu'on va le retrouver beaucoup plus haut plus tard. Et donc qu'on pourra se dire dans quelques années, bah ouais, on se rappelle bien que 2025 c'était la première marche. Et puis après, bah voilà, en fait maintenant, je crois qu'après ce chrono, il sait la place qu'il mérite vraiment. C'est pas, tiens, bah oui, j'ai réussi à suivre. Non. Là, t'as fait un chrono, t'es là, t'es 6e, t'arrives devant Remco sur un chrono. Bah, il fait tout à la pédale. Hein. Non, mais c'est magnifique. Et oui, il a le droit aujourd'hui de se dire, bah ouais, en fait, j'appartiens à ce gratin-là. Souvent, on dit, bah oui, on arrive à peu près, il y a des coureurs qui arrivent à tenir, et on en a vu plein, hein, qui arrivaient à tenir longtemps dans les ascensions, mais et notamment des Français, hein, et pas des moindres, mais dès qu'il y avait les chronos, ça a explosé, et puis il y avait plus personne, ils étaient très loin. Vauquelin, il est là, et il est là. On est à la moitié du tour. On a déjà fait des très belles étapes. On a fait les 2 chronos, hein, c'est quand même 2 chronos assez rapprochés, mine de rien. Et ben, il est là, et c'est formidable. Et franchement, l'aventure, elle est folle.
Et j'espère aussi qu'il va y avoir une nouvelle équipe post-Arkea qui va réussir à se construire peut-être intégralement autour de lui ou pas d'ailleurs, mais ouais, si ça pouvait être autour d'avoir une vraie équipe à lui dans le projet de base, bah, franchement, là, lui, après, il a plus qu'à voler, hein, et c'est parti. Hein. Ouais, bon, on sait que Kevin Vauquelin est normalement promis dans l'équipe Ineos la saison prochaine, mais en tout cas, ce qu'est en train de montrer l'équipe Airbnb Hotel autour de Vauquelin cette année pourrait permettre à Emmanuel Hubert de retrouver un sponsor, et c'est tout ce qu'on souhaite réellement à cette équipe bretonne à qui on envoie énormément de force, et ils ont fait une énorme étape dans la première journée des Pyrénées avec Christian Rodriguez et Raoul Garcia Pierna qui ont fait vraiment une énorme étape. Pierre, je crois que d'ailleurs c'est la première équipe au classement par équipe hier sur exactement, voilà, devant la Red Bull et devant les UAE hier pour l'arrivée à Otakam. Bon, très rapidement le point des Français, les classements et le prono pour demain. Pour terminer ce podcast, Guillaume, on a parlé du classement de l'étape quand même. Les Français avec sur cette étape que je me mette sur la bonne page, Peyragud, on a parlé de Martinez 9e, de Vauquelin 11e chez les Français avec Alaphilippe 17e à 3 minutes, Armirail à quelques secondes derrière 19e et 4 Français 22, 23, 24, 25, Champoussin, Gégat, Grégoire, Romain Grégoire, Aurélien Paré-Peintre, Benili qui fait 26, Alex Baudin 30 au classement général. Donc je rappelle, Pogačar 4,07 devant Vingegaard, 7,24 devant Evenepoel, Lipovic à 7,30, très peu d'écart, Oscar Hanley à 8,11, 4 secondes devant Vauquelin, à 8,50 on a Roglic 7ème, top 10 complété par Tobias Saland, Johannessen, Félix Gall 9ème, Matteo Jorgensen 10ème, Jorgensen à 14 minutes 15 de Tadej Pogačar, les Français Jordan Gégat 13ème à 21 minutes 31, Guillaume Martin 14ème à 23 minutes 52. On regarde un peu derrière qui il y a au classement général, derrière Gégat et Martin, Mas, O'Connor, Narvaez, Christian Rodriguez, Skelmose, Sepkus pour le top 20, derrière Madoise 25ème, Berthet 26ème et compagnie. On va pas aller tout en bas. Le classement du maillot vert, on va le suivre. Pourquoi ? Parce que Pogačar, il a pris les 20 points de la victoire aujourd'hui à Jonathan Milan qui a donc toujours ce maillot vert. Pour maintenant, 28 points d'avance pour Milan sur Pogačar, 28 points, 58 points sur Mathieu Van Der Poel, qui est donc toujours en course. Le classement de la montagne, t'en as parlé, Pogačar, maillot à pois, ça ne change pas, 37 points. Derrière, il y a Lenny Martinez et Jonas Vingegaard qui sont 2 et 3 de ce classement de la montagne. C'est Lenny Martinez qui portera le maillot à pois, mais on pourra avoir Jonas Vingegaard aussi par procuration dans la suite du tour, suivant comment ça se passe, qui pourrait porter ce maillot à pois par procuration. C'est pour ça qu'il faut que Lenny attaque. Exactement. Demain, objectif victoire pour Lenny Martinez. Le classement du maillot blanc, on en a parlé. Evenepoel, Lipovic, Hanley, Vauquelin et Benili, 1, 2, 3, 4, 5. Et le classement de la meilleure équipe, Visma devant UAE, Arkea, Decathlon, Red Bull et Groupama FDJ. Arkea, c'est génial. Franchement, c'est incroyable ce tour qu'ils sont en train de réaliser. Et voilà, peut-être que des fois, il faut aussi d'avoir presque la corde autour du cou pour booster toute une équipe. Et bah voilà, en tout cas, là, c'est ce qui se passe. Et c'est magnifique. Ouais, exactement. Demain, donc, on en a parlé un petit peu en début de podcast de cette étape. Grosse étape, Pau, Luchon, Super Bagnères. Retour à Super Bagnères, parce qu'il y a des constructions dans les Pyrénées qui ont permis ce retour. On l'a payé, il me semble, depuis une quarantaine d'années, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être dans les années 80 ou 89, enfin je sais plus, oui c'est 89 je crois, la dernière fois, quelque chose comme ça. Ouais. Ça date. Donc, pour ceux qui sont pas très loin des Pyrénées, c'est un parcours que vous connaissez très bien, entre Pau et Luchon Super Bagnères, direction les Pyrénées via Argelès-Gazost, et puis ensuite la montée du Tourmalet par la phase de Barège, Luz Saint-Sauveur, hop, on redescend Tourmalet avec la Mongie dans la descente, Sainte-Marie de Campan à droite, direction le col d'Aspin par son versant le plus facile, deuxième catégorie. Redescente du col d'Aspin, on arrive à Haro, on remonte Peyrossourde par la face qu'on a montée aujourd'hui, et on redescend jusqu'à Luchon où là, direction Super Bagnères, 183 bornes, un hors catégorie, 2 hors catégorie dans la journée avec aussi le Tourmalet. Ton pronostic, on y va, Guillaume? Alors, déjà, peut-être qu'il y aura 75 km de sieste, parce que après derrière, il y a 100 km de folie pure, où ça monte et ça descend non-stop, et j'espère vraiment que ça va attaquer dans tous les sens, et aussi que la Réal va être au niveau pour suivre tout ça. On espère. Il y a une grosse pression là-dessus, mais là, on sait que pour le coup, ça va être éparpillé façon poste, donc ça va être très compliqué, mais ça va être, j'espère,
assez chouette et qu'on réussira à vraiment le vivre. Et non, ouais, comme tu disais tout à l'heure, hein, tout simplement, je pense une grosse échappée qui va partir beaucoup de coureurs. Et après, bah, eux, ils vont se faire la bagarre entre eux. Et voilà, moi, je vois bien certaines équipes qui ont pas grand chose jusqu'à maintenant partir en tout cas envoyer deux trois coureurs dans l'échappée pour essayer aussi de donner le tempo. En tout cas, moi, je vois bien cette idée-là. Et j'espère effectivement que Lenny, s'il gagne pas, au moins qu'il a le faire des points devant pour essayer de faire en sorte que ce soit pas Vingegaard qui ait le maillot par procuration. Voilà, donc en tout cas qu'il puisse être devant là-dessus si effectivement il y en a les jambes. L'envie, ça c'est sûr qu'il l'a. Voilà, donc après, bah ouais, je pense, en tout cas je l'espère, une échappée qui arrive au bout parce que ouais, il faut pas que Poggi mange tout non plus, parce que même si finalement je pense que s'il laisse cette étape-là, potentiellement, il peut quand même aller chercher le record de victoire sur un même tour, qui est de 8, hein, et on en est déjà à la moitié. Donc voilà, je pense que ce record, il commence à avoir chaud aux fesses cette année. Mais voilà, j'espère vraiment qu'une échappée ira au bout parce que bah voilà, il y a quand même plein de gars qui sont là, qui donnent leur max tout le temps, des équipiers ou ou pas d'ailleurs, et qui sont là et au bout d'un moment, ils ont aussi besoin eux d'aller chercher des victoires ou en tout cas d'y croire pendant un bon bout de temps. Et ça c'est important, donc j'espère que l'échappée ira au bout. Et puis après derrière, ça n'empêchera pas, parce que je pense qu'il y aura, en tout cas je l'espère qu'il y aura un grand écart entre l'échappée et le bloc maillot jaune. Et par contre derrière, je suis pas sûr que Poggi a vraiment une nouvelle fois détruire Vingegaard. Il a 4 minutes, à quoi ça servirait véritablement? Si c'est pas pour gagner l'étape. Bon, ça se fera que à Super Bannière peut-être. Ouais, de toute façon, oui. Alors pour le coup, ça serait assez dingo qu'il attaque avant, mais ouais, non, je pense qu'ils vont arriver un peu là-dessus ensemble. Voilà, Ouais, à voir, hein, parce que avec eux, on sait jamais ce qui peut se passer, et c'est pour ça qu'on continue d'aimer regarder ce tour, malgré le fait qu'on dise depuis le début que normalement c'est à peu près bouclé, mais on l'a dit tout aujourd'hui. On l'a dit à la fin du Dauphiné, donc bon, tu sais. Il y a plein de choses qui se passent autour, la bataille des jeunes, cette 3e place, les maillots blancs, etc. En fait, on a envie de continuer à croire en ça, et mine de rien, de voir Poggi mettre des banderilles et la folie qui l'emporte quand il part. Bah ouais, c'est quand même assez chouette, même si bah ouais, des fois on peut regretter qu'il parte trop loin, trop vite tout seul, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Pogačar, on est énormément critiqué et faut toujours regarder le cyclisme avec les yeux du doute, malheureusement. Faut toujours le regarder, mais ça que Pogačar est adulé au bord des routes. Il a énormément de supporters et il y a un certain différentiel entre ce qu'on peut voir en ligne et ce qu'on peut voir au bord de la route aussi. Ouais. Donc c'est bien de le dire, ouais. C'est bien aussi de voir la réalité du terrain. Et puis par exemple, je sais pas, il dégage quelque chose qui est tellement fort que par rapport à ce que c'est frais, ouais. À ce que Froome se prenait dans la tête là-dessus, en fait Poggi c'est un attaquant. Ah oui. En fait nous spectateurs on aime les attaquants, surtout voilà en France c'est quelque chose qu'on a toujours apprécié et donc bah oui Poggi il a la pêche, il est jeune et effectivement ce que Froome dégageait avec juste des rouleaux compresseurs, et ben ça plaisait pas et c'est aussi pour ça qu'il y avait autant de personnes qui le détestaient au bord de la route, quoi, hein, c'est sûr. Ouais, parce que moi je me souviens de Sky avec ce train qu'on voyait, c'est le Regen de l'US Postal, on revoit l'US Postal et aujourd'hui ils nous disent tiens on n'avait pas vu ça depuis l'US Postal avec UAE, alors qu'il y a 10 ans il y avait les mêmes débats entre Sky et US Postal, donc comme quoi hein, voilà, ça, pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles entre guillemets, on voit un peu les cycles revenir tous les 10 ans à peu près. Bon, on verra ce qui va se passer. Juste moi sur mon prono de l'étape, je pense que les échappés vont aller au bout, que les UAE vont quand même pas durcir la course. Ils ont mis 2 énormes claques, c'est bon, il y a eu et le chrono de la première semaine, il y a eu et les étapes punchy, il y a eu et la première étape des Pyrénées plus la deuxième au chrono. Je pense que là c'est bon, les Visma ils vont peut-être se mettre tranquillement et puis dans les roues entre guillemets et puis voilà, on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée. Il y aura peut-être une bagarre pas dans Peyragudes mais dans Peyresourde, puis ensuite Super Barnière, on verra, mais je pense qu'il y aura une énorme bataille au début de l'échappée, au début de l'étape pour prendre l'échappée, et ensuite une échappée qui va prendre peut-être pratiquement 10 minutes et qui va se jouer la victoire. Après je regarde les noms,
qui ont pris un éclat aujourd'hui. On voit un peu ceux qui étaient à l'avant hier, avec du Michael Woods notamment, qui était à l'avant hier, Michael Woods, ou encore Mathias Skjelmose. Donc on va voir un peu peut-être toujours les mêmes, entre guillemets. Romeo Castrillo, les deux de la Movistar aussi, qui ont terminé à plus de 5 minutes. C'est les noms qui ont terminé à plus de 5 minutes aujourd'hui lors du contre-la-montre. Après la grosse cote, après Harold de Terrada, peut-être avoir de la Astana qui a terminé à 5 minutes, qui est un bon grimpeur. On verra bien, peut-être que Wout van Aert aura de la liberté, Michael Storer, Lennart Van Helvet, je remonte le classement, mais c'est des gars qui étaient à 5 minutes lors du chrono aujourd'hui et qui ont un écart au général. Grosse cote, Lenny Martinez, maillot à poids et vainqueur d'étape au sommet. Bon voilà Guillaume, on va terminer sur ça. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, Guillaume Descaves, journaliste au Progrès, le lien local, le magazine également. Merci beaucoup, merci en tout cas, et à très bientôt. À très bientôt, je rappelle Vélo Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux. On se dit à demain pour le débrief de la fin du triptyque pyrénéen. Ciao ciao, bonne soirée et à demain. Ciao.